Donc, ce matin, on va vous présenter une étude qui a été faite sur un registre national pour voir, donc je vais dire en anglais, list of daily complications that are different anti-traumatic regimens during carotid endarterectomy. Donc, en gros, sur les différents antithrombotiques par rapport à la carotide après un AVC. Donc, pourquoi cette étude? Il y a deux études contrôlées randomisées, Kent et Points, qui ont montré que deux antiagrégants plaquettaires diminuent le risque d'AVC, d'infarctus du myocarde et de mort toute cause par rapport à un antiagrégant plaquettaire dans les 3 semaines suivant un AIT ou un AVC mineur. Mais dans ces études, il y a une exclusion des patients bénéficiant d'une endartérectomie. Et d'un autre côté, il y a des méta-analyses et des cohortes rétrospectives qui soulignent que deux antiagrégants plaquettaires augmenteraient le risque hémorragique post-endartérectomie. Donc on se retrouve devant un manque dans la littérature de données périopératives sur les saignements chez les personnes ayant deux antiagrégants plaquettaires par rapport à un qui ont subi une endartérectomie. Donc il y a une volonté d'étudier le rôle potentiel des deux antiagrégants plaquettaires sur les complications hémorragiques périopératoires. Donc, c'est une étude multicentrique faite aux Pays-Bas, basée sur un analyse prospectif national. Ça s'étend de juin 2013 à décembre 2020. Tous les patients bénéficiant d'une endartérectomie ont été screenés. En total, il y en avait 17 884. Ils ont été suivis pendant 30 jours et l'éligibilité à la chirurgie a été jugée par une team vasculaire dans chaque centre. Finalement, donc avec les 17 884 patients, il y avait des critères de non-inclusion, donc l'absence d'antiagrégants plaquettaires ou des antiagrégants plaquettaires inhabituels. Ils n'ont pas précisé ce que c'était pour eux inhabituel, qui avaient déjà été opérés de la carotide en dessous de 40 ans ou qui souffraient de dysplasie fibromusculaire ou de troubles de la coagulation. Finalement, on se retrouve avec 12 317 patients qui ont été inclus dans l'analyse. Donc, pour les méthodes, ils ont dit qu'il y avait 5 régimes, on va dire, d'antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants différents. Le groupe contrôle, c'est aspirine seule. Ils ont fait clopidogrel seul, aspirine et clopidogrel, aspirine et dipyridamol, non, damadol, je ne sais plus, excusez-moi, AVK et AOD. Ils considéraient que les carotides symptomatiques étaient définies comme un AVC, un AIT sur un territoire carotidien ou un événement ischémique oculaire ou un AVC AIT sur la circulation postérieure dans les 6 mois précédant la chirurgie. À noter que sur la circulation postérieure, il y a toujours moins d'1% de l'étude qui est concernée. Donc, ça reste minime. Les critères de jugement, donc le principal est composite, qui présente les saignements post-opératoires, périopératoires, définis comme soit nécessairement qui nécessite une réintervention, ou qui provoque un saignement intracrânien pour les 30 jours à partir de la chirurgie. Et ils ont fait des critères de jugement secondaire, qui est AVC ou AIT, IPSI ou contralatéral, et la mortalité sur aussi 30 jours de suivi. Donc les résultats, c'était globalement des hommes de 73 ans en moyenne. 93% des patients étaient symptomatiques pour les patients opérés de la carotide. 79% ont été faits par patch. 56% ont été opérés dans les 2 semaines suivant la chirurgie. Donc voilà les régimes, il y en avait 30% environ avec un seul antiagrégant plaquettaire, aspirine ou clopidogrel, environ 10% pour les associations d'antiagrégants, les AVK 10% et AOD 5%. Donc les patients sous un seul antiagrégant plaquettaire, c'est 60% de pas des patients. Donc le critère de jugement principal qui était le saignement nécessitant une réintervention ou un saignement intracrânien est retrouvé chez 4% des patients en tout, donc quasiment 500 patients. Et pour la totalité, il y a 2,4% des patients qui ont une complication ischémique cérébrale et la mortalité est à 1,1%. Donc ça, c'est le critère de jugement principal. Juste pour noter, on n'est pas sur un PCMM inférieur à 2%, hein. Mortalité plus AVC, si on est à presque 4%, 3,5%. C'est que des carotides symptomatiques. Et c'est que des carotides symptomatiques. Oui. 83%. Bon. Donc, voilà, on peut voir que globalement, il y a peu de différence entre les groupes, excepté pour le dipyridamol qui l'on retrouve significativement diminué et de l'AVK significativement augmenté.
Je vais cliquer sur résultat. Donc, la double anti-agrégation, Pour être juste ce moment. j'en parle après avec un autre, D'accord. je vous laisse regarder. Et que globalement, voilà, on est avec les AVK, c'est globalement augmenté pour toutes les complications. C'est sûr que cette première ligne là, donc, on est à peu près à 4% dans chaque groupe, sauf dans le groupe du pyridamol où c'est vraiment diminué. Et c'est significatif ça. C'est significatif, ils ont pris un taux de significativité à 0,05% en dessous. D'accord. Et donc, augmenté pour l'AVK. Mais sinon, non significatif. c'est intéressant parce que enfin, ça va vers ce qu'on pense comme ça intuitivement. Il y a, par exemple, il y a un seul ou deux antivirants plaquettaires, ça ne change pas grand-chose. Et par contre, les AVK, c'est significatif l'augmentation des AVK Oui. ou pas? C'est significatif. Pour tous les critères de niveau. Et DOAC, c'est quoi? C'est les AOD. Ah oui, d'accord. Là, ça ne bouge pas non plus. Non. Je trouve que là, c'est intuitif comme résultat, non? Les AVK, c'est vraiment quelque chose de ce problème. Et Donc, ce qu'on retrouve dans cette étude, c'est que la double antiagrégation plaquettaire ne semble pas être corrélée à une hausse du taux de saignement post-opératoire, qu'il n'y a pas de différence entre les régimes antiagrégants plaquettaires pour la survenue d'AIT et d'AVC, que tous les critères de jugement sont plus fréquents dans le groupe avec AVK, que dans le groupe AOD, il y a une hausse des AIT et AVC, mais pas des autres, et qu'effectivement, il y a un meilleur résultat dans le groupe aspirine plus dipyridamol, on en reparlera plus tard, et finalement, très peu d'hémorragie intracérébrale au total. Donc là, c'est avec la significativité. Donc ça, c'est le critère de jugement principal. Et on voit que effectivement, avec les AVK, c'est plus fréquent. Que les saignements post-opératoires, effectivement, avec le dipyridamol, c'est moins fréquent. Et avec l'AVK, c'est plus fréquent. Que pour les complications ischémiques cérébrales, AVK et AOD sont plus fréquentes, et que pour la mortalité toute cause, c'est uniquement l'AVK qui est plus fréquent, significatif. Donc la discussion, c'est que 2 ou 1 antiagrégant semble avoir une efficacité et une sécurité similaires dans cette étude, que 2 antiagrégants plaquettaires sont surtout utilisés en médecine après une carotide symptomatique. C'est d'ailleurs les recommandations aussi les recommandations européennes 2023 pour les patients avec plus de 50% de sténose carotidienne. Il est recommandé d'avoir une double antiagrégant plaquettaire jusqu'à la chirurgie, mais on ne peut pas forcément après. Donc, ça ne montre pas de supériorité d'une simple agrégation plaquettaire, mais ça souligne l'absence d'autres éléments avec 2. En pratique, c'est très dépendant de la volonté du chirurgien. Et les patients sous anticoagulants ont souvent des comorbidités plus lourdes qui sont obligés de maintenir une anticoagulation efficace. Et ils ont moins d'antiagrégants plaquettaires. Du coup, est-ce que c'est lié à une hausse d'AVC? Ils ont discuté. donc, ce qui est recommandé actuellement, on a un patient qui a un AVC ischémique, une indication chirurgicale, jusqu'à la chirurgie, il faut le laisser sous 2 antiagrégants. C'est des recommandations 2023 Société européenne. Mais après, le post-opératoire, c'est pas volontaire parce qu'il y a de nombreuses études qui disent des choses différentes. Donc nous, on retrouve qu'il n'y a pas de différence dans cette étude. Mais en 2022, il y a une méta-analyse des études observationnelles qui montre une hausse d'hématome cervicale avec 2 antiagrégants et sans bénéfice retrouvé sur les survenues de complications ischémiques. Pareil, il y a eu un audit cette fois en Allemagne sur 77 973 patients qui retrouvent pareil une hausse des saignements par une intervention sans bénéfice sur les complications ischémiques et un audit prospectif de 100 patients qui montre une réduction par 5 du taux de récidive d'AIT avant la chirurgie qui montre quand même que ça c'est assez en lien avec les recommandations 2023, donc avant la chirurgie, plutôt dans l'anti-agrégation. Mais pour les limites de cette étude, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de l'AVC, on ne sait pas si c'est ischémique ou hémorragique, que l'AVC et l'AIT, on ne sait pas s'il arrive intra-opératoire ou post-opératoire, c'est uniquement sur les 30 jours de suivi. Le groupe où on a trouvé un meilleur résultat finalement, est-ce que c'est plus d'attention de la part du chirurgien devant une association qui ferait plus saigner, donc une meilleure hémostase pour le temps chirurgical, qu'il n'y a pas de cause de mort il n'y a pas de données, donc s'il n'y a que la mortalité toute cause qui peut être évoquée, on n'a pas de cause de mortalité
dans ce recueil prospectif, parce que c'est une étude rétrospective pardon, sur un lycée prospectif. Et enfin, il y a des données manquantes dans le recueil, c'est-à-dire les dosages, s'il y a eu des chirurgies associées, les périodes post-opératoires et les antagonistes. Donc, globalement, à la fin de l'étude, il nous conseille de mettre une double anti-agrégation plaquettaire après la chirurgie sur les 30 jours, mais qu'il faudrait des études prospectives pour vérifier tout ça. Pour revenir sur la recommandation européenne, donc il demande 2 antibiotiques plaquettaires après les symptômes jusqu'à la chirurgie et il demande. Si une sténosclérotidae supérieure à 30%. D'accord. Et à la chirurgie, il demande de maintenir les 2 antigrégons, il faut en arrêter un dans le geste. C'est jusqu'à la chirurgie. Donc, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas de données sur le mode d'anesthésie. De faire un bloc cervical sous 2 anti-agrégants plaquettaires. L'anesthésie refuse, mais ouais. Ça c'est fort, hein, comme. Mais justement, ces patients, tous les cas RED, ils ont un traitement agressif pour ce qu'ils les opèrent sous anticoagulation, ils ne opèrent pas sous anticoagulation psychiatre. Non, je pense que c'est arrêté juste avant. Voilà, ça, c'est pas détaillé s'ils sont. Non, ils n'ont pas du tout le problème, c'est l'antagonisation aussi bien de l'épargne d'Europe que d'avant, c'est pas détaillé. Et là, je me suis demandé s'ils arrêtaient le Plavix juste avant. Mais c'est pas clair non plus. Ils disent jusqu'à la chirurgie. Je pense pas parce que le Plavix m'arrête plus du jour avant, donc ça n'a pas de sens non plus. Hein. C'est effectivement. Quelque chose comme ça. C'est juste qu'on. Je pense que les cas, ils les gardent pas jusqu'au. Non, ouais, Il y a il y a un relais par les parents. Et là, quand même, un truc qui est un peu. C'est la limite de ces registres-là, c'est assez puissant, il y a un nombre de patients incroyable, des détails cliniques, on les attend. Entre types d'anesthésie, etc. Ça fait partie du dossier médical, le dossier médical ne remonte pas dans ces dossiers, dans ces registres nationaux. J'ai pas du tout cette notion-là, les 2 anti-agrégants, avant, pour regarder ça. Et le dipyridamol, c'est encore utilisé, ça? Apparemment, aux Pays-Bas, ils utilisent pas mal, parce que c'était 10% autant que l'association aspirée et polydomale. C'est la date de prix, c'est ça? Oui. C'était ce qu'on donnait avant, parce que le dépendant de la liste, le patient qui a une communication à l'aspirine, on donnait le dipyridamol. Et ça a disparu de la circulation quasiment pas. Problème ni au médicament, mais parce que le Plavix, ça fait aussi des indications. Ok, bon, merci beaucoup. D'accord. Ok. Et ensuite, les atropies depuis là. C'est une case de science. Autant j'étais un peu étonnée. Ça s'appelle, là, j'ai regardé, commercial, c'est percentile. Ah, personne. Oui, ça fait senti, ouais. C'est pas la percentile comme la partielle. Je sais pas. Si, peut-être, parce qu'ils disent que c'est un vasodilatateur aussi, c'est aussi un vasodilatateur, vasodilatatrice coronarienne. Avec l'augmentation du débit coronarien global par inhibition du captage. Il faut se des STRA, c'est ça. Ouais, les classes de la science. La science. C'est le mécanisme du départ. C'est l'émission des STRA. Je crois qu'on est toujours à l'histoire. Donc, ça dérape. Laissez-moi pas là-dessus. Comment tu connais ça? Laissez-moi pas là-dessus, je connais que j'ai dit. Oui, d'ailleurs, je pense que les premiers essais, en fait, c'était dans l'intervention qui sont rendus compte que alors, c'est un grand succès pour les études virtuoses, là, comme la médecine des RH, il y avait certains patients qui sont randomisés, ils sont aveugles.
Et après, quand je les vois, je leur vois, mais tiens, ça marche très bien. C'est pas tellement pour la marche, quoi. C'est pour l'accès. Bon, ok, ben, on va faire un truc sympa. C'est un post-opératoire, on a un petit dégât en couleur. En clair, c'est plus clair, mais en post-opératoire. Ah oui, je sais ce qu'on a ici. Après, il y a en effet les parce qu'en fait, on n'a pas trop la main sur la gestion de ce truc. Elle est élevée, les mettre déjà. Moi, je vais très souvent, j'arrive sous 2 AAP. Enfin, ça dépend des délais d'achat rapide, ils attendent, mais c'est bon. Et les analystes qui arrivent derrière. Enfin, c'est arrêté une urgence, c'est logique, quoi. C'est ça, c'est un gros problème. Ah ouais, aujourd'hui, il va se faire dans les 8 à 10 jours. Mais surtout que s'il y a un hématome avec l'anesthésie, il est forcément évacué par la chirurgie. Enfin, c'est pas comme le bloc axillaire avec une fissure distale. Donc, aussi, on ne peut pas aider. On dit qu'ils sont pas rationnels du tout, quoi. Non, surtout que là, il y a des arguments pour le post-op, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait un excès d'hématome avec l'association des intégralités. Effectivement, après, il faut aller de chirurgie. Ouais. Je suppose qu'il y a quand même de l'anesthésie régionale là-dedans. Vérifier un Mais effectivement, c'est. les recours d'histoire, l'anesthésiste, ils peuvent faire des blocs sous 2 AAP, mais c'est genre qu'ils sont habitués. Et c'est forcément hypoguidé, je crois. Ils sont, mais de toute façon, ils sont plaignés, déjà. C'est plus les trucs. Ah, d'accord, d'accord. Mais pour ça, c'est. Oui, mais c'était pour les blocs périphériques. C'est Pour les blocs ulnaires, là, il y a ce pas qu'on va de- faire, on va donner le lien YouTube à Linda et à sa mère pour qu'ils en 10 minutes qu'ils soient formés là-dessus. Et c'est vrai que ça a une incidence importante, je trouve, sur le bagage.